L'action de lire et faire lire, votre action s'inscrit dans un paysage éducatif, quoi qu'on en dise, qui change et qui évolue. C'est de ça dont je vais essayer de vous parler, à partir de l'expertise que j'en ai, à partir de la question qui m'a été demandé de traiter, projets éducatifs territoriaux, transmission des savoirs et éducation partagée. Depuis de très nombreux mois, la question éducative est au premier plan du débat public, faisant suite à la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République de juillet 2013 et à sa mise en œuvre. Loi qui invite à généraliser les projets éducatifs territoriaux. Ces projets éducatifs territoriaux figurent maintenant dans ce qui s'appelle le Code de l'éducation. Il y a un Code de l'éducation qui regroupe l'ensemble des textes législatifs et réglementaires qui concernent l'éducation. Ces projets éducatifs territoriaux ont fait également l'objet d'une circulaire en mars dernier, circulaire qui a été signée par deux ministres, celui de l'Éducation nationale et celui de la Jeunesse et des Sports. Généraliser les projets éducatifs de territoire, disent donc la loi et la circulaire. Cette idée n'est pas une lubie venue d'on ne sait d'où. Tout d'abord, en effet, en 2012, travaillant ensemble depuis 2010 dans le cadre de ce qui s'est appelé, ce qui s'appelle toujours d'ailleurs, l'appel de Bobigny, des confédérations de salariés, des mouvements d'éducation populaire, des mouvements pédagogiques, des réseaux de responsables de collectivités territoriales, des parents, des élus, des lycéens, des étudiants, des jeunes, les principaux syndicats du personnel de l'éducation nationale, au total plus d'une cinquantaine d'organisations ainsi que près d'une centaine de maires et de présidents de collectivités territoriales, ont notamment posé comme nécessaire de promouvoir la coopération éducative de tous les acteurs, de mobiliser toutes les ressources éducatives des territoires, d'inciter au développement de projets éducatifs territoriaux et de les reconnaître nationalement par la loi. Ces projets éducatifs territoriaux ou de territoire ont à réunir personnel d'éducation et de la formation, enfants, jeunes, parents, familles, élus, collectivités territoriales, services de l'État, institutions, organismes du champ social, associations, professionnels, bénévoles, monde culturel, sportif, et tous les lieux et les moments qui, à des titres et des degrés divers, participent à la vie de ces projets. Ces projets éducatifs de territoire doivent permettre de combattre les inégalités sociales, culturelles, démographiques, géographiques, dans un esprit qui n'est pas celui d'une illusoire égalité des chances donnée aux individus, mais dans celui de l'égalité d'accès au droit à l'éducation, à la formation et à la culture pour tous, parce que, pour reprendre le slogan d'un mouvement pédagogique, le groupe français Éducation Nouvelle en l'occurrence, tous capables. Ces projets visent aussi à s'attaquer aux discriminations, en particulier ethniques, d'autant plus intolérables quand ce sont des jeunes scolarisés, nos jeunes, les citoyens de demain, et ceux l'étant déjà, puisqu'ayant 18 ans, qui en sont victimes. Ces projets visent également à atteindre l'objectif de faire accéder le plus grand nombre aux connaissances, à la capacité d'expression, à la découverte de l'autre, par des pratiques qui donnent place à la parole, à l'acte, à la création, à la solidarité. Par ailleurs, nous sommes dans un contexte où, à l'heure du numérique et de nombreuses avancées scientifiques et technologiques, les savoirs suivent un rythme de transformation de plus en plus rapide, leurs formes de production se diversifiant, leurs modalités d'accès se multipliant.
Dans son ouvrage « Petite poussette », le philosophe Michel Serres illustre ce mouvement d'accélération au travers d'un exemple. Je cite : « À la génération précédente, un professeur de sciences à la Sorbonne transmettait presque 70% de ce qu'il avait appris 20 ou 30 ans plus tôt. Élèves et professeurs vivaient dans le même monde. Aujourd'hui, 80% de ce qu'a appris ce professeur est obsolète. » Fin de la citation. Ce qui nous conduit à nous interroger sur la question des savoirs. Professeur à l'Université de Genève, André Giordan, dans sa conférence « Apprendre de la formation initiale à la formation tout au long de la vie », donnée lors des Rencontres nationales de l'éducation à Rennes en 2011, identifie les savoirs comme l'outillage nécessaire pour aborder les défis que nous avons à relever. Il soulignait la nécessité d'acquérir, de construire des savoirs reflétant les préoccupations d'une époque et permettant d'y répondre. Des savoirs pour fournir des repères, pour comprendre le monde, la société et agir sur leur construction. Des savoirs pour comprendre l'autre et se comprendre soi-même. Des savoirs pour permettre la participation à la vie citoyenne, exercer une profession et être capable d'en changer. Et enfin, des savoirs pour apprendre tout au long de sa vie. En outre, l'accès au savoir ne relève plus du seul monopole de l'école, qui est l'espace et le temps éducatif du formel. Les temps et espaces éducatifs du non formel, c'est-à-dire une intentionnalité éducative dans un cadre non obligatoire, et de l'informel, pas d'intentionnalité éducative, mais l'expérience, les pratiques, sont devenus tout aussi déterminants que le formel. C'est donc ce que vient acter la loi de refondation de l'école de la République dont je parlais tout à l'heure, en reconnaissant de nouveaux temps éducatifs, non scolaires, comme contributifs de la réussite éducative aux côtés des apprentissages scolaires. Loi qui légitime dans les projets éducatifs territoriaux des associations agréées par les pouvoirs publics. Ce qui est le cas pour les bénévoles de Faire Lire, puisque Lire et Faire Lire est agréé comme association nationale de jeunesse et d'éducation populaire, et Lire et Faire Lire bénéficient de l'agrément Association éducative complémentaire de l'enseignement public par l'agrément de ces deux réseaux porteurs que sont l'UNAF et la Ligue de l'enseignement. Cette reconnaissance progressivement acquise peut conduire l'ensemble des acteurs, et donc vous, Lire et Faire Lire, à réinterroger ce qui fonde la spécificité des rôles en termes de modalités d'action, d'apprentissage développé, de contribution à la construction de savoir et à renouveler les modes d'organisation et d'interaction vis-à-vis des autres. Dans la réalité, nous savons bien, vous savez bien, qu'un enjeu fondamental, c'est la capacité qu'ont les acteurs de négocier entre, d'une part, leurs attentes propres, leurs intérêts particuliers légitimes, qui tout aussi légitimement fondent leur motivation à s'investir dans le projet éducatif territorial, et d'autre part, d'une certaine manière, ce que j'appellerais l'intérêt général éducatif, qui doit les conduire à se retrouver sur des valeurs communes, des objectifs communs, des méthodes de travail, afin de surmonter leurs différences pour en faire une richesse où chacun est assuré d'avoir créé les conditions pour obtenir des résultats conformes à ses attentes. Mais ce n'est possible que si au départ on accepte la réalité suivante. L'appréhension du temps qu'ont les différents protagonistes n'est pas uniforme. Il faut donc penser en termes d'articulation permanente entre temps court, temps moyen et long terme. Cependant, malgré la volonté d'ouverture présente dans la loi dont je parlais tout à l'heure, le risque demeure de rester dans une articulation pensée seulement en termes de supplément, j'allais dire de supplétif, ce qui implique un centre et une périphérie a priori moins importantes. Ainsi, ce qui est fait hors l'école
peut se trouver perçu au pire comme un élément perturbateur des apprentissages scolaires et au mieux comme un apport bénéfique à préconiser plus particulièrement aux enfants en difficulté et non comme une contribution indispensable à l'éducation de tous les enfants et de tous les jeunes. Dans un contexte complexe où les savoirs sont désormais multiples, où les apprentissages de tous ordres ne sont plus associés à un espace unique, l'école, comment penser les articulations mais aussi les interdépendances et aller vers une clarification des missions et des fonctions pour les acteurs? Comment repenser la question des interactions en termes de finalité commune, de développement des possibilités d'apprentissage des enfants et des jeunes sur un territoire, et ce, dans une redéfinition de la place de chacun des acteurs au sein d'une éducation partagée. Pour favoriser ces interactions, comment certes abolir des cloisonnements hérités d'une certaine histoire, mais sans perdre de vue que l'école doit conserver sa spécificité d'être l'espace dans lequel s'organisent et se structurent des savoirs scientifiques, légitimes et partagés, et en même temps ne pas coloniser, j'allais dire scolariser, les autres espaces éducatifs avec le risque d'une institutionnalisation de l'informel. Travailler sur les interactions suppose à la fois de légitimer chacun des acteurs de son intervention, de lui permettre de se positionner dans son champ et de le faire évoluer. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture annoncé par loi de juillet 2013 et sur lequel le Conseil supérieur des programmes mis en place par le ministre de l'Éducation nationale fait des propositions, n'est-il pas le bon outil d'une mise en cohérence entre les acteurs? Voici, à titre d'illustration, des propositions parmi d'autres de ce Conseil supérieur, quelques brèves citations qui, je pense, ne vous laisseront pas indifférents. Alors j'ouvre ces citations. La maîtrise de la langue française est un objectif central et prioritaire. Elle doit permettre à l'élève de s'exprimer et de comprendre à l'oral comme à l'écrit. Il lit et comprend en développant son attention à tous les éléments du texte. Il est capable de vérifier le sens de ce qu'il lit. Il sait extraire avec pertinence et de façon critique des informations issues de différentes sources. Il a appris à tirer profit et plaisir de ce qu'il lit. Fin des citations. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture n'est-il pas aussi le bon outil de cohérence pour les projets éducatifs de territoire, permettant à l'école de prendre en compte son environnement éducatif, culturel, numérique, social, etc., qui est source d'acquisition de savoir à condition qu'il soit organisé au bénéfice de l'enfant, du jeune, considéré dans sa globalité. Car c'est le même enfant, le même jeune, qui s'éduque, se forme, apprend, agit à n'importe quel moment, en n'importe quel lieu, dans n'importe quelle activité. L'individu ne se morcelle pas. Ne s'agit-il donc pas de mettre en relation tous ces moments et lieux par la prise en compte de toutes les temporalités, de tous les espaces? Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture ne permettrait-il pas également que l'école soit pleinement partie prenante des territoires afin que se bâtissent alliances et fédérations de volonté et d'énergie entre les éducations formelles, non formelles et informelles, entre les générations, entre les passeurs de savoir, exemple de vous, les bénévoles de lire et faire lire, et ce, dans le cadre de projets de territoire. Cela n'implique-t-il pas d'admettre pleinement qu'aux côtés de la transmission et l'appropriation des savoirs académiques, existe la transmission et l'appropriation de savoirs culturels, de savoirs vécus, de savoirs d'action, de savoirs générationnels, de savoirs d'expérience? Cela n'implique-t-il pas aussi d'admettre que la reconnaissance et la valorisation des savoirs, ce que j'appelle des savoirs externes, portés par des acteurs éducatifs tels que vous, contribuent également à donner sens au savoir scolaire en renforçant envie et plaisir d'apprendre, et en l'occurrence ici, envie et plaisir de lire? Cela n'implique-t-il pas encore
d'admettre que la prise en compte de savoirs générationnels ouvre sur une possibilité de se distancier de l'immédiateté, une possibilité de commencer à prendre place dans le temps. De la même manière, cela n'implique-t-il pas, en outre, d'accepter pleinement que tous les temps éducatifs participent de l'acquisition par tous d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture? D'accepter pleinement que l'éducation partagée puisse être le vecteur de la construction d'une culture commune dans un territoire qui ne peut plus être limité à la seule institution scolaire, mais qui mobilise l'ensemble des lieux éducatifs et des lieux de vie. Que ce constat donne sens au lien entre éducation et territoire, dans l'objectif qu'enfants, jeunes, adultes et seniors investissent dans une logique de développement pour tous. Enfin, cela peut-il aboutir à entraîner des dynamiques d'estime de soi et de son territoire pour tous les habitants, quel que soit leur âge, avec ses conséquences en termes de revitalisation du local, de renforcement du lien social, de la liaison entre les générations, d'ouverture au monde et de développement. En définitive, comment l'école peut-elle prendre en compte son environnement? Comment l'organiser au bénéfice de l'enfant, du jeune considéré dans sa globalité, cet environnement éducatif, culturel, numérique, social, étant source d'acquisition de savoir? C'est le même enfant, le même jeune qui s'éduque, se forme, va apprendre à n'importe quel moment, n'importe quel lieu, dans n'importe quelle activité. L'individu ne se morcelle pas. Comment mettre en relation tous ces moments et lieux par la prise en compte, encore une fois, de toutes les temporalités, de tous les espaces? L'école peut-elle faire aujourd'hui autrement que d'être partie prenante des territoires? Comment bâtir alliance et fédération de volonté d'énergie entre les éducations formelles, non formelles et informelles, entre les générations, au sein d'une éducation partagée, et ce dans le cadre de ces projets éducatifs de territoire? Comment les objectifs des projets éducatifs de territoire peuvent-ils prendre en compte ceux des établissements scolaires? Arriverait-on ainsi à redonner à l'école un nouvel élan en lui conférant, en tant que lieu d'apprentissage, de socialisation et d'éducation, un rôle fondamental d'accompagnement dans la structuration des informations et des connaissances? Comment l'interaction entre l'école et les territoires, l'ouverture de l'école aux territoires, son implication dans les territoires, permettrait-elle de faire face à la profusion des savoirs, vrais ou faux, et à celle des supports d'accès à la connaissance, réels ou supposés, et d'en faire le tri? Comment amener les bénévoles, les éducateurs, les enseignants à ne pas dévaloriser ce que les enfants, les jeunes apprennent par ailleurs, et à les accompagner pour qu'ils puissent aller plus loin et acquérir un esprit critique? De quelle façon l'ensemble des acteurs éducatifs ont-ils à repenser leurs interactions pour que les jeunes et les enfants qu'ils encadrent entrent dans une démarche d'acquisition et de construction des savoirs tout au long de leur vie? Comment faire accepter pleinement que tous les temps éducatifs contribuent à l'acquisition par tous du socle commun dont je parlais, et qu'en même temps, ce socle soit le cadre de cohérence d'une éducation partagée? Comment faire admettre pleinement qu'au côté des savoirs académiques, il y a d'autres savoirs? Tout à l'heure, j'en citais, savoir culturel, savoir vécu, savoir générationnel, etc. Comment faire admettre pleinement cette idée qu'il n'y a pas que savoir académique? Comment faire reconnaître la diversité des formes de connaissances, la diversité de leurs supports, l'apport des relations intergénérationnelles, tant pour et par les enfants et les jeunes que pour et par les adultes et les seniors? Je vous propose quelques pistes de réflexion. L'élaboration d'un projet éducatif de territoire doit prendre appui sur un diagnostic participatif avec les habitants, avec les jeunes et avec toutes les générations. Sur la définition collective de valeurs autour du vivre ensemble. Sur la formalisation également collective d'intentions éducatives autour d'une visée qui est de faire accéder le plus grand nombre aux connaissances, à la capacité d'expression et à la découverte de l'autre. Cette élaboration de projets éducatifs appelle la mise en œuvre d'un certain nombre d'éléments indispensables qu'on peut énumérer, même si cette énumération n'est pas exhaustive. Conjugaison de l'expérience, de la mémoire, des identités, des acquis, des réalisations et des projets des territoires. Acceptation des durées nécessaires pour convaincre, mobiliser, fédérer, unir
et pérennisée. Construction d'un pilotage reposant sur la mise en réseau, la mutualisation, la transversalité. Existence d'une volonté politique qui, si elle fait défaut, rend quasiment vain tous les efforts engagés. Traitement de la demande et réponse aux besoins pour faire vivre cette volonté politique, notamment en matière de prévention et de combat contre les inégalités et en matière de lutte contre les discriminations. Ceci afin que chaque enfant, chaque jeune soit pris en considération dans une stratégie qui combine le collectif et l'individuel. Cette place faite à l'enfant et aux jeunes est un facteur de développement local et de renforcement du lien social qui peut contribuer à cimenter solidement des territoires. Et ce, parce que cette place faite à l'enfant et aux jeunes est un pari pour l'avenir des territoires concernés, pari qui intéresse la plupart de leurs habitants et qui encourage les relations entre les générations. De la même manière, cette prise en compte de l'enfant et du jeune ouvre la voie à une prise en charge partagée de l'éducation par toutes les composantes d'un territoire dans le cadre de cohérence que permet un projet éducatif territorial fondé sur, encore une fois, des diagnostics, des objectifs, des évaluations, des régulations explicites et partagées par l'ensemble des générations et l'ensemble des acteurs. Cette éducation partagée, c'est un acte citoyen, c'est un acte de confiance dans une période où la société hésite sur son avenir, n'arrive plus à communiquer avec une partie de sa jeunesse, laquelle, elle-même, échange très difficilement avec les autres jeunes, les autres générations, et se sent victime d'injustice. Alors, si lire et faire lire n'existait pas, il faudrait peut-être l'inventer. Merci.